Étudier deux complexes qu'on va retrouver ensemble en physique. Donc on y va ici dans la représentation complexe. Donc à la suite, donc c'est bon, vous me voyez là également, très bien. Donc à la suite de ce rappel sur nombre complexe, on va faire ici deux petites études, d'accord, de fonctions qu'on va retrouver en physique. On va prendre un premier complexe, donc application, donc à la suite. Donc j'essaye d'écrire assez grand, on y va, application. Donc il y en aura deux applications étudiées. Alors la première, soit z bar 1 égale moins j sur, je prie, bon, après, peu importe, sur 1 moins j. Donc moins j sur 1 moins j. Ou je vous rappelle, j carré égale à moins 1. Donc ça, je définis, vous voyez, un z bar 1, un complexe, d'accord, que l'on va retrouver sous la forme ici moins j sur 1 moins j. Ok, ou j carré égale moins 1. On voudra toujours en physique calculer le module et l'argument. Donc on y va, on va calculer le module de z bar 1. C'est parti. Donc deux modules. Donc module de z bar 1. Allez, on va reprendre tout ce qu'on a vu ensemble sur ici deux techniques, deux savoir-faire qui sont très importants, module et argument. Je prends le module de z bar 1. Donc module, je mets ici les deux barres verticales. Je vous rappelle, le module comme ceci, module de z bar 1. Alors, le module de z bar 1, ici c'est le module du rapport. C'est le module de moins j sur 1 moins j. Et c'est là qu'on va utiliser toutes les relations qu'on vient de voir. Le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Vous voyez, on retrouve ceci. Donc le module d'un rapport, c'est le rapport, vous voyez, le rapport des modules, numérateur, dénominateur. Au numérateur, je prends ici module de moins j, et là, 1 moins j. Donc là, pour passer de là à là, donc pareil pour ceux qui sont à distance, là vous m'arrêtez ici, ça va trop vite. J'utilise le fait que le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Et on y va linéairement. On va prendre d'abord ici le module de moins j. Alors moins j, c'est un imaginaire pur. Là, ici, la partie ici imaginaire, donc c'est sous forme algébrique, sous la forme a plus jb, où a égale à 0 et b vaut moins 1. Tout le monde le voit. Ça, c'est la représentation algébrique d'un complexe au numérateur où la partie réelle est nulle, a vaut 0 et b vaut moins 1. Donc le module d'un tel complexe, je vous rappelle, c'est toujours racine carrée de a carré plus b carré. Donc là, je fais exprès, mais vraiment exprès, de mettre que ici, je vais prendre la racine carrée, je vais mettre 0 carré. Pourquoi 0 carré? La partie réelle est nulle ici. Au numérateur, il n'y a pas de partie réelle, donc ça fait 0 carré plus la partie imaginaire au carré, plus moins 1 au carré. Ça, après, on le fera plus, on le verra, que ce complexe a pour partie réelle 0 et partie imaginaire moins 1. D'accord? J'ai pas mis moins j au carré, j'ai dit directement ici racine de moins 1 au carré. Pareil pour le dénominateur. Le dénominateur, là, voilà, c'est plus simple, c'est la forme a plus jb, partie réelle vaut 1, partie imaginaire vaut moins 1. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire a au carré plus b au carré moins 1 au carré. Voilà. Donc ça donne quoi? Ça va donner racine de moins 1 au carré, ça fait ici racine de 1, ça fait 1. 1 sur, ici 1 au carré plus moins 1 au carré, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 1 sur racine de 2. Exactement positif. Donc voilà le module de z bar 1. Clara. Pourquoi on a mis deux fois la même chose? Alors où ça? Moins j et 1 sur moins j et 1 sur moins j. Là et là? Ouais. Ah, c'est pas la même chose. Là, on prend le module d'un rapport, et le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Vous voyez la subtilité, on passe de l'une à l'autre, ouais, grâce à la propriété précédente. Et là, c'est bien insisté sur le fait que c'est racine de a carré plus b carré qui revient à chaque fois. Ça devrait aller. L'argument. En physique, on passera toujours également au calcul de l'argument. Donc module, ensuite l'argument. On va prendre l'argument de z bar 1. On y va. Donc, alors l'argument, on va noter arg, arg de z bar 1. Donc l'argument de z bar 1, on y va doucement, sûrement. C'est l'argument d'un rapport. Donc c'est l'argument de moins j sur 1 moins j. Donc là, je prends l'argument d'un rapport. Et d'après ce qu'on vient de voir, l'argument d'un rapport, attention, c'est la différence des arguments. C'est-à-dire que là, vous devez prendre l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Ça, c'est un savoir-faire technique, vous avez vu au lycée. L'argument d'un rapport, c'est la différence d'arguments, tel que j'aurai l'argument du numérateur, argument de moins j, attention, moins l'argument de 1 moins j. Moins l'argument de 1 moins j. Ah, l'argument de moins j, on s'arrête. Quel est l'angle orienté
entre ici, finalement, l'axe OX et un imaginaire pur de partie réelle égale à moins 1. Donc je suis le point M ici, je prends mon point M ici. Donc là, c'est l'argument d'un imaginaire pur ici négatif. Et ça, directement, donc argument de moins J, ça vous donne quoi? On va chercher moins pi sur 2. D'accord? Donc moins pi sur 2 pour le premier. D'accord? Moins l'argument de 1 moins J. Argument de 1 moins J dans le plan complexe, c'est le point de coordonnée 1 moins 1. Vous voyez déjà, je parle déjà dans le plan complexe. On a un point de coordonnée ici, il est là. 1 moins 1. Bah, 1 moins 1, il est là. Si je place 1, là j'ai déjà placé moins 1 en plus. Il est là. Je prends ce point M là. Bah, quel est l'angle orienté entre l'axe OX et ce point là? On est parfaitement ici. On a une belle symétrie. Regardez, on est à, vous savez peut-être, moins pi sur 4, voilà, tout simplement. Donc là, ok, donc ça fait moins pi sur 2, moins plus, pi sur 4. D'accord? Directement. Donc là, en pi sur 4, on en a combien? Donc on aura moins ici 2 pi sur 4, moins 2 pi sur 4 plus pi sur 4. Ça fait ici moins pi sur 4. D'accord? Moins pi sur 4 radians. D'accord? Donc moins 2 pi sur 4 plus pi sur 4, moins 2 ici plus 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc ça fait moins pi sur 4 radians. Ça va? Ça c'est le premier, d'accord, classique. J'en fais un deuxième, dernier, vraiment pour voir si vous avez bien assimilé la méthode. On prend un deuxième complexe, une autre z bar 2. Z bar 2, alors je vais prendre ici sous la forme H0. H0 sur 1 plus JQ, facteur de oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Bah ça c'est ce qu'on fera mardi matin. Donc j'anticipe un peu les calculs mardi matin. On va établir ceci, et une fois qu'on aura fait ceci, moi j'anticipe ce qu'on va faire mardi, je vais vous demander de prendre module et argument. Donc module et argument de ce complexe. Alors vous voyez, là il faut que je précise quelque chose. H0, constante réelle positive, je le dis tout de suite. H0, constante réelle positive, donc H0 appartient à R+. Q, ah tiens, Q en physique, facteur de qualité, sans dimension, positif. Ok, donc Q, facteur de qualité, très bien. Positif, sans dimension. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve à oméga, oméga 0. Bon, je vais peut-être pas y définir. Hein. Oméga, c'est la pulsation de forçage du GBF. Oméga 0, pulsation propre du circuit RLC. Ok. Ben, une fois que j'ai ça, pareil, je calcule le module. Donc on y va. Le module ici de Z bar 2. Donc module. Donc module Z bar 2. Voilà. Donc directement, je fais comme tout à l'heure. Je prends le temps. Ben, c'est le module de tout ça. Donc c'est le module de H0 sur 1 plus JQ, facteur de oméga moins oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Voilà. Et là, je retrouve quoi? La même chose. Je répéterai tout le temps en cours. Module d'un rapport. Module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Donc module au numérateur, module au dénominateur. Au numérateur, j'ai H0, positif, constante positive, pardon. Et au dénominateur, je vais prendre ici le module de 1 plus JQ, facteur de oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Ok. Attention ici. Voilà. Alors, pareil. Ceci directement. Alors, H0 étant une constante réelle positive, bon, on retrouve le module de H0 ici qui est un réel. Donc, le module ici directement, ça va vous donner racine carrée de H0 carré. Ça fait H0. D'accord? Je peux directement ça? Ça va. Hein, partie imaginaire nulle, ça fait racine carrée de H0 carré plus 0 au carré. Ça fait H0 directement. D'accord? C'est un réel. Là, par contre, attention. Et ça, on fera exactement la même chose mardi matin. À force de le faire, je pense qu'il n'y aura plus d'erreur. Là, vous avez la forme algébrique d'un complexe. A plus JB. Partie réelle vaut 1. Partie imaginaire, elle vaut quoi? Q, oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Donc là, faites attention. Là, il faut prendre la racine carrée. Racine carrée de A carré plus B carré. A vaut 1. Donc ça fait 1 carré. Plus tout le reste au carré. Surtout, ne prenez pas le J. Hein. Donc plus Q carré. Facteur de oméga sur oméga 0. Moins oméga 0 sur oméga. Et là, j'écris un peu plus grand. Je suis pas sûr que vous voyez ici cette distance. Là, je vais mettre un carré. Le carré, il intervient là. Et il intervient également ici. Ne l'oubliez pas, le carré de ça. C'est B carré. B carré, c'est Q carré fois le carré de la différence des pulsations. D'accord? Bon. Après, je n'irai pas plus loin. Après, c'est du calcul. On continuera mardi. D'accord? Et l'argument, on termine par l'argument de Z2 bar, pardon. Donc, l'argument de Z2. Donc, argument
de z de bar, bah pareil, c'est l'argument, pareil, je prends le temps, c'est l'argument de tout ça. Donc c'est l'argument de h0 sur 1 plus jq facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Tac. Et pareil, je retrouve l'argument d'un rapport. L'argument d'un rapport, c'est la différence des arguments. Ce sera toujours l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc j'ai de la place, ça, ouais, ça devrait aller. Donc je vais faire argument de h0, c'est l'argument du numérateur, moins l'argument du dénominateur, moins l'argument de 1 plus jq facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Ok. Et là, une fois que vous avez ça, qu'est-ce qu'on fait? On a l'argument de h0, h0 étant un réel positif, enfin, l'argument de 0, l'angle orienté entre l'axe OX et un réel situé sur l'axe OX, hein, la partie imaginaire étant nulle, on a bien un angle phi qui est égal à 0. Donc ça fait 0. L'argument d'un réel positif est nul. L'argument des réels négatifs vaut pi radian. Attention. Là, les réels positifs, donc ça fait 0. Moins l'argument de tout ça, moins l'argument de tout ça, bah, c'est l'argument de tout ça, c'est A plus JB. Là, c'est A plus JB. Bah, ça, c'est arctangente de B sur A. L'argument d'un complexe sous forme, ici, A plus JB. Si la partie elle est positive, ouais, attention, le A est bien positif, c'est directement arctangente de B sur A. Pourquoi? Ça, c'est là un complexe sous forme A, ici, algébrique, A plus JB. Et l'argument d'un complexe sous forme algébrique, A plus JB ici. Alors ça, je ne peux pas placer dans mon plan complexe tout de suite, hein, ça je ne peux pas le faire. À un point de coordonnée 1 moins 1, je sais faire. Là non, ça je vais le placer dans le plan complexe, hein. 1 moins j, je sais le placer dans le plan. Ça non. Ça directement, je ne sais pas le faire. Ça, Python, on pourrait le faire assez facilement. Mais nous, ce qu'on va faire, on passe par l'arctangente de la partie imaginaire sur partie réelle. Mais attention, il y a un moins devant. Je laisse ce moins. Et après, grâce à la relation qu'on vient, qu'on a vu, l'argument général, hein, ici, le principal d'un complexe sous forme A plus JB, c'est toujours arctangente. Donc arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, partie imaginaire au numérateur. Partie imaginaire au numérateur, donc c'est Q facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Et je divise par partie réelle. Je divise par 1. Voilà. Mais ça, rassurez-vous, on va le reprendre mardi. Hein. Bon, tout sera à distance. On le reprendra mardi matin ensemble sur l'étude de la résonance en tension de du condensateur. D'accord? Alors ça, c'est les bases techniques. Bases techniques, on va reprendre à chaque fois dans ce chapitre, donc il faudra vraiment bien les assimiler. D'accord? Une fois qu'on a ça, on peut introduire des notions. Aujourd'hui, je vais juste introduire la notion d'impédance complexe, qui sera au programme de colle la semaine prochaine. J'ai commencé à le taper. Je vous donne ça au plus tard demain matin, 10h. D'accord? Donc c'est le petit 2 à la suite. Là, on prend note du cours ici sur le cahier. Donc petit 2, représentation complexe d'un signal sinusoïdal. Donc, représentation complexe d'un signal sinusoïdal. Voilà. Donc, vous savez ce qu'est un signal sinusoïdal. Ben maintenant, on va ici adopter une représentation complexe d'un signal sinusoïdal. Et on va voir à quoi ça sert concrètement. D'accord? Donc déjà, on va définir, on va poser les notations. Alors ça, dire... Le souci que vous aurez avec des sujets de DS sur ça, ou sur le concours, c'est l'énoncé. Bien l'énoncé, quelles sont les notations imposées par l'énoncé. Là, on va les poser dans le cours. On va définir ce qu'est un signal sinusoïdal vu au travers la représentation complexe. Donc, définition. On y va, on va définir un signal ici complexe. Donc, à tout signal sinusoïdal, donc à tout signal sinusoïdal de la forme x de t, alors ça vous le savez, c'est le premier chapitre de physique. Alors j'ai pris xm cos oméga t plus phi. Xm est l'amplitude du signal sinusoïdal, oméga la pulsation temporelle en radians par seconde, phi la phase d'origine des temps. À ce signal réel, ça c'est réel. Pourquoi c'est réel? On a xm cos oméga t plus phi. Vous voyez, en plus je ne souligne pas x. Si je passe en notation complexe, je vais lui associer x bar, d'accord, à valeur complexe. On lui associe à ce signal, on lui associe un signal complexe. Donc à tout signal sinusoïdal de la forme, on lui associe, d'accord, un signal
qualifié de complexe. Donc, on lui associe un signal complexe. Ce signal complexe, on va noter x bar. Donc on va mettre une barre en dessous de x, vous le savez je pense. Alors c'est pas très compliqué. Hein. C'est pas très compliqué. Vous avez compris la logique. Donc on souligne x bar. Ensuite ce que vous allez faire, vous remplacez le cos par l'exponentielle j. Je répète, vous remplacez le cos par exponentielle j. C'est-à-dire que vous remplacez le cos oméga t plus 8 par exponentielle j oméga t plus 8. Je vais mettre en évidence le changement. En couleur, je vais le mettre en bleu, j'espère que ça passera bien en bleu sans que vous me le dites, j'efface. Je vais simplement transformer le cos. Je transforme le cos en exponentielle j. Voilà. Alors j carré égale moins 1. Donc j'opère la transformation cos en exponentielle j. Mais attention, j'oublie pas l'argument. Quel est l'argument? L'argument c'est oméga t plus 8. Donc j'oublie pas le oméga t plus 8. Donc je laisse en rouge ce qui reste inchangé. Je mets en bleu la transformation. Ici, quand on change ici, disons qu'on passe dans la représentation complexe. Ben voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez développé l'exponentielle j, oméga t plus 8. Vous avez xm, exponentielle j oméga t, fois l'exponentielle j phi. Donc là, pour ceux qui sont en distance, qu'est-ce que je fais? Je développe l'exponentielle j oméga t fois l'exponentielle j phi. Je rappelle l'exponentielle a fois l'exponentielle b. C'est l'exponentielle a plus b. D'accord? Et une fois qu'on a ça, on voudra toujours ici de dégager ce qu'on appelle l'amplitude complexe. Donc là, attention, j'ai introduit quelque chose, je définis un grand X bar. Un grand X bar, c'est une amplitude complexe. Amplitude complexe, définie par xm exponentielle j phi. Voilà, ça c'est important, xm exponentielle j phi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Il y a trois termes. 1, 2, 3. Dans ces trois termes, je vais séparer la variation temporelle des deux autres. C'est-à-dire que je vais regrouper ça et ça. Et le produit de ces deux termes que j'ai d'entourer est ce qu'on appelle une amplitude complexe. Donc ça, on va le noter. Ce terme-là est ce qu'on appelle l'amplitude complexe. Donc l'amplitude complexe associée au signal complexe. L'amplitude complexe associée au signal complexe. Voilà. Ici. Donc signal complexe qu'on peut réécrire sous la forme donc x bar de t. Ça c'est un signal complexe, x bar de t. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai entouré xm exponentielle j phi. Xm exponentielle j phi. Alors ça c'est une définition à connaître. Le produit de l'amplitude réelle exponentielle j phi vous donnera toujours une amplitude complexe. Et ça on fera tout le temps dans chaque cours. C'est-à-dire que là, je réécris x bar de t. Avec x bar de t, j'ai introduit x bar de t tel que x bar égale x grand X bar exponentielle j oméga t. Voilà. En fait, c'est simplement une réécriture de x bar où là, je fais apparaître une notion qui est très importante. C'est ce qu'on appelle l'amplitude complexe associée au signal complexe. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, notez qu'en physique, on passe en grandeur complexe, mais la seule grandeur qui a un sens physique ici, hein, je vous rappelle, c'est la partie réelle. Hein. Physiquement, seule la partie réelle de x bar a un sens. C'est-à-dire qu'au final, on aura toujours de revenir à la partie réelle de x bar. On reviendra à la partie réelle de x bar. D'accord? On le fera toujours dans le cours. D'accord? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Une fois qu'on a l'amplitude complexe, ce sera ça, les cours de la semaine prochaine, on va à chaque fois établir l'amplitude complexe, on prend un module d'argument. Pourquoi? Si on prend le module de l'amplitude complexe, vous prenez le module de l'amplitude complexe, parce que tout le monde voit que le module de l'amplitude complexe va vous donner accès à l'amplitude réelle xm. Parce que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Et le module d'exponentielle j phi, ça fait 1. Vous êtes bien d'accord? Très bien. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une forme exponentielle, où r égale à 1. Module égale à 1 pour module d'exponentielle j phi. Donc tout le monde voit, si je prends le module de l'amplitude complexe, on a l'amplitude réelle. Si je prends l'argument de l'amplitude complexe, je vais rechercher phi. C'est l'argument phi, c'est le déphasage du signal par rapport à l'entrée. Donc ce qu'il faut retenir, l'utilisation ici, les propriétés ici de ce signal complexe, donc propriétés qu'on utilisera tout le temps en cours. La première, on va toujours prendre le module de l'amplitude complexe. L'amplitude complexe, c'est grand X bar. Donc le module de l'amplitude complexe, donc le module
de l'amplitude complexe, ici, s'identifie tout simplement ici à l'amplitude réelle. Attention, hein, le module de l'amplitude complexe va vous donner l'amplitude réelle. Attention au terme ici, vous allez utiliser notamment pour les calls de la semaine prochaine. Donc ceux qui sont en distance, il y a une question de cours sur ça. Attention à bien utiliser le vocabulaire adapté. Le module de l'amplitude complexe vous donne l'amplitude réelle. Alors l'amplitude réelle, c'est XM. En effet, on y va, on prend le module. Module de grand X bar. Donc là, on est bien d'accord, je prends le module d'une amplitude complexe. Module de l'amplitude complexe. Et si je prends le module de l'amplitude complexe, c'est prendre le module de XM exponentielle J-phi. Et le module d'un produit, c'est le produit des modules, il ne vous restera que XM. Pourquoi? Le module exponentielle J-phi égale à 1. D'accord? On est sous une forme polaire trigonométrique également, où R égale à 1. Dans exponentielle J-phi, le terme de exponentielle J-phi vaut 1. Donc module vaut 1, exponentielle J-phi. Donc on vous donne simplement XM. Premier résultat. Mais pareil, ça, je serai tout le temps en cours, on va passer quasiment 15 jours sur ça, même en filtre, on fera toujours les modules de grandeur complexe. Ici, vous donne ici l'amplitude réelle. Bon, première chose. Deuxième chose, dans les propriétés, ça sera l'argument. L'argument. Alors cet argument, ici, on y va. Deuxième point, l'argument de l'amplitude complexe. Donc l'argument de l'amplitude complexe va s'identifier au déphasage phi. Donc l'argument, attention ici c'est l'argument de l'amplitude complexe, s'identifie ici au, alors phi en fait, hein, on le verra ensemble dans ce cours, hein, c'est le déphasage entre x de t et l'entrée, d'accord, s'identifie au déphasage, ici au déphasage phi, d'accord, déphasage phi entre le signal x de t, et on va dire la grandeur de référence. Alors, la grandeur de référence, ça peut être par exemple une tension d'entrée. Et la grandeur ici de référence. C'est-à-dire que là, si je prends l'argument de l'amplitude complexe, donc argument de x bar, l'argument de grand X bar, attention, il y a un petit x et un grand X, ouais. Petit x bar, c'est le signal complexe. Grand X bar, c'est l'amplitude complexe. Donc là, bien lire l'énoncé. Hein. Bien lire l'énoncé, souvent, un petit x bar, c'est un signal complexe. Un grand X bar, c'est l'amplitude complexe. Et les deux sont liés. Hein. Un signal complexe, c'est une amplitude complexe fois un terme à variation temporelle en exponentielle j oméga t. Ça, cette équation, elle rassemble tout. Je répète, un signal complexe, c'est le produit d'une amplitude complexe par une exponentielle de j oméga t, une dépendance ici temporelle. Donc je reviens à l'argument de x bar, ça c'est l'argument, donc l'argument d'une amplitude complexe sous la forme xm exponentielle j-phi. Et aller rechercher l'argument de ceci, c'est l'argument ici d'un complexe sous forme ici polaire. L'argument il est là, c'est phi. Donc ça c'est phi, l'argument phi. D'accord? Et phi, je vous rappelle, appartient à l'intervalle moins pi exclu, pi inclus, ce qu'on appelle l'argument principal. D'accord? C'est l'argument ici principal, voilà, argument principal. Bien. Donc deux propriétés essentielles ici sur cette amplitude complexe, d'accord, sur ce signal complexe, hein, d'accord, et cette amplitude complexe. Et l'intérêt pour nous majeur, c'est le passage, le lien avec les dérivées temporelles. D'accord, donc propriété, on peut même le mettre dans les propriétés. Là, j'ai 1, 2, 3. Troisième propriété, surtout l'intérêt majeur pour nous, à quoi ça sert? On va voir que lorsqu'on dérive par rapport au temps un signal complexe, ça revient simplement multiplié par j oméga. C'est-à-dire que c'est très simple à poser, c'est-à-dire que ici, propriété, on y va. C'est-à-dire que ici, au signal réel, ici, x de t, je vous rappelle, donc ça c'est réel. Réel, x de t égale xm cos oméga t plus phi. On lui associe un signal complexe. Donc on lui associe un signal complexe. Donc tout de suite, je vais mettre des barres sous le x bar
tel que x bar, ici, égale xm exponentielle j oméga t plus u. D'accord? Autrement dit, là je peux mettre directement et faire apparaître l'amplitude complexe. Donc ce signal complexe est vu comme le produit d'une amplitude complexe, xm exponentielle j phi, et on n'oublie pas le terme exponentiel de j oméga t. D'accord? Bien. Ça c'est un signal complexe. Signal complexe est égal à une amplitude complexe fois exponentielle j oméga t. Je vais le dériver par rapport au temps. On dérive par rapport au temps. Donc on dérive ce signal complexe par rapport au temps. Donc que l'on dérive par rapport ici au temps. Alors, si on dérive par rapport au temps, ça donne, rappelez-vous, en méca où on est avec des x points. Moi je vais mettre ici une dérivée temporelle. Attention, je dérive un signal complexe par rapport au temps. Mais c'est pas grave, la dépendance temporelle elle est explicite. La dépendance temporelle, je l'entoure en bleu, elle est où? Elle est là. Elle est là la dépendance temporelle. Donc je dérive par rapport au temps un signal complexe. Attention, la difficulté, je dérive par rapport au temps un signal complexe, donc je souligne bien le x bar. Ouais, mais une fois que j'ai repéré la dépendance temporelle, le temps n'intervient que dans l'exponentielle j oméga t, qu'est-ce que je vais faire? Je sors le j oméga, donc ça me donnait quoi? Ça me donne, si je sors le j oméga, donc j oméga, et après je reprends tout le reste, donc amplitude complexe, x bar, exponentielle j oméga t. Tout simplement. Pourquoi? La dépendance temporelle n'intervient que dans l'exponentielle de j oméga t, et dérivée par rapport au temps signal complexe, va vous permettre de sortir le j oméga, x bar, exponentielle de j oméga t. Et ça tombe bien, je l'ai laissé en rouge. Ça là, x bar, exponentielle j oméga t, c'est quoi? C'est ça, c'est le signal complexe. Autrement dit, résultat qui est très très important, et ce sera toujours la question du problème en DS, où on va passer des équations différentielles à des équations ici, on va dire, algébriques, plus simples. Pourquoi? Dès lors qu'on dérive par rapport au temps un signal complexe, dérivé par rapport au temps un signal complexe revient multiplié par j oméga. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en rouge, là, vous voyez, là, je retrouve le signal complexe x bar. Ça, j'encadre. C'est très, très important. Et très simple à utiliser. Franchement, c'est très simple. C'est une recette que je vous donne ici, elle est très simple à utiliser. Dérivé par rapport au temps un signal complexe, dès qu'on a une dérivée d'ordre 1, ça revient multiplié par j oméga. Allez, je tente. Dériver 2 fois par rapport au temps, ça donnerait quoi? Louis? J oméga carré, très bien. Et j oméga carré? Moins oméga carré. Très bien. Voilà. C'est-à-dire que dès lors qu'on aura une dérivée d'ordre 1, on multiplie par j oméga. Si on a une dérivée d'ordre 2, on multiplie par moins oméga 2. Et si on intègre, c'est plus subtil. On ne va pas multiplier par j oméga. On va diviser par j oméga. Ouais, on va diviser par j oméga. Bien. Oui, en force, ça pourrait par l'informatique, c'est bien ça. Bien, bien, bien. Donc ça, on note également. Donc si on dérive 2 fois par rapport au temps, on multiplie par oméga carré. Donc pareil. Si je dérive 2 fois, attention, 2 fois par rapport au temps signal complexe, d'accord, ça va vous donner un j oméga carré x bar moins oméga carré x bar. Voilà. Ça, j'encadre. Alors ça, ce sont les deux principaux. On peut vous embêter sur l'intégration. Quand on intègre par rapport au temps, je vous le mets quand même. Intégrer par rapport au temps un signal complexe revient à le diviser par j oméga. Je le note aussi. Donc il y a également ceci. Ceci. D'accord? Ici. 1 sur j oméga. Alors, attention, je mets des égales. On va mettre des équivalences. Équivalence formelle, c'est pas vraiment égal. D'accord? Donc ce sont des équivalences ici. D'accord? Il ne faut pas prendre cette égalité au sens strict du terme. Attention. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que nous, on les remplacera dans les équatifs par ces opérations. Donc l'intérêt, c'est, on verra en exercice, c'est passer d'une équation différentielle à des équations algébriques sur des grandeurs complexes. C'est là tout l'intérêt. D'accord? Bien. Donc là, on a posé tout le formalisme. Tout y est. On a la boîte à outils des complexes. Là, vous savez a priori tout sur les complexes. L'utilisation, les propriétés, quand on dérive, quand on intègre. Surtout, bon, ça c'est. Mais ça, rassurez-vous, ça sera posé clairement dans l'énoncé. La question courte fera faire attention au vocabulaire. Bien distinguer le signal complexe à gauche de l'amplitude complexe ici à droite. D'accord? Maintenant, on applique tout ça à l'ELEC.
et on définit ce qu'on appelle une impédance complexe. D'accord? Donc tout ça, Picaelec, donc on y va, c'est le troisième temps, notion d'impédance complexe. Et on va appliquer tout ça à un dipôle, traversé par un courant soumis à une tension. D'accord? Donc petit 3, je trouve que c'est l'avant-dernier temps de ce cours, hein. Non, il y a un petit 4. Donc avant-dernier, notion d'impédance complexe. Donc petit 3, notion d'impédance complexe. Donc nouvelle notion pour vous aujourd'hui. Notion d'impédance complexe, c'est une notion qui est physique, hein, ici, voilà. Donc on va la définir ici. Qu'est-ce qu'une impédance complexe? Qu'est-ce qu'une impédance complexe? Alors attention, n'oubliez pas le cadre de l'étude. La semaine prochaine, précisez bien en question de cours, vous êtes en RSF, hein, en régime sinusoïdal forcé. D'accord? Donc là, en fait, on va réécrire les tensions et les courants en notation complexe. Donc on aura non plus des U et des I, mais on aura des U bar, I bar, et on aura des impédances complexes pour le dipôle étudié. Donc on y va en RSF, donc en régime sinusoïdal forcé, à la pulsation oméga, qui je vous rappelle, la pulsation est imposée par le GVF. C'est la pulsation ici de forçage. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de cette étude en RSF à la pulsation oméga? On va définir les tensions et intensités complexes d'un dipôle étudié en convention récepteur. D'accord? Donc on définit les tensions et les intensités complexes. Donc tension et intensité complexes. Donc, attention, c'est le cas de lire, je souligne le caractère complexe à partir maintenant de toutes les tensions et de toutes les intensités. On est en RSF, et le cadre d'étude naturel, le cadre mathématique, c'est le cadre complexe, la représentation complexe, ici d'un dipôle, ici étudié en convention récepteur. Donc je prends un dipôle étudié en convention récepteur. Alors je vais faire le schéma. Donc c'est un dipôle D quelconque. Donc ici, je mets un dipôle D comme dipôle. Voilà. Ici, très bien. Une bande d'entrée, une bande de sortie. Et là, qu'est-ce que je vais faire? On est en régime sinusoïdal forcé, à la pulsation oméga. Toutes les tensions, tous les courants seront complexes. En effet, lorsque je soumets le dipôle à une tension complexe U bar de T, vous voyez, je souligne U d'une barre, donc U est une tension complexe. Là, ce dipôle est parcouru par un courant I complexe. Donc là, j'ai I bar. J'aurai I bar de T. Donc lorsque je soumets le dipôle à une tension complexe, il est traversé par un courant complexe. Je mets des barres partout. Bah, finalement, on définit. Donc on va adapter ce cadre mathématique. Vous voyez U ici, donc on aura U bar, le signal complexe de tension. Alors, tout simplement, ça sera quoi? Ça sera une amplitude réelle, UM, exponentielle de J, oméga T, plus, alors je vais mettre un phi U, U pour tension, parce que j'aurai un phi I pour le courant. Donc petite subtilité ici, dans le déphasage, phi U est relatif à la tension, phi I sera relatif au courant. Donc là, directement, je pose UM, exponentielle J oméga T plus phi U. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais développer exponentielle. Donc ici, je vais regrouper tout de suite ceci. Donc je regroupe UM exponentielle J phi U pour avoir une amplitude complexe. Et après, je m'en troisième le terme en exponentielle de J oméga T. Donc je rappelle l'intérêt, ça, de regrouper amplitude réelle fois exponentielle J phi. Ici, J phi U relatif à la tension. C'est introduire une amplitude complexe de tension. Donc là, j'introduis grand U bar, amplitude complexe de tension, donc U bar, exponentielle J phi, ou, je précise, U bar égale UM exponentielle J phi U, et, attention, l'amplitude complexe de tension. L'amplitude complexe, ici, de tension. Bon. Il faut que vous ayez fait ça, on fait la même chose pour le courant. Donc je définis un courant complexe, I bar de T, donc une amplitude de courant en IM, et même logique, et au lieu d'avoir un cos oméga T plus phi, je vais mettre un exponentiel J oméga T plus phi. Donc exponentielle J oméga T plus phi indice I.
Je développe une nouvelle fois et je m'arrange pour couper l'amplitude réelle à exponentielle j phi. J'anticipe un peu, donc on va ici rassembler IM, exponentielle j phi I, I pour courant, intensité du courant, exponentielle de j oméga t. Je regroupe ces deux termes-là en IM exponentielle j phi I, et ça me définit une amplitude complexe de courant. Donc là, j'aurai, alors déjà mon I majuscule, ça c'est un I majuscule, et je vais le souligner. Je souligne le I. Bon, je pense que ça se voit, mais en disant ça se voit. Donc I majuscule, I bar, exponentielle de j oméga t, ouais, ou, je sais écrire un peu plus grand, ou I bar égale IM exponentielle j phi I, et l'amplitude complexe de courant. Donc ici, on a une amplitude complexe de courant. Voilà. Donc là, on ne fait que poser une notation en termes d'amplitude complexe de tension et de courant. Amplitude complexe de courant. Donc première définition, en RSF à plus à son oméga, on introduit tension et courant complexe pour dégager ensemble les amplitudes complexes de tension et de courant. Bon, première définition, pardon, première étoile ici, première définition, ici, cadre de l'étude, et on dégage les notations d'amplitude complexe, tension, courant. La deuxième, la notion centrale, c'est l'impédance complexe. On y va, on définit l'impédance complexe. Alors l'impédance complexe, ça sera un Z bar. Z bar, c'est une notation réservée à une impédance complexe. Donc l'impédance complexe, l'impédance ici complexe, Z bar. Donc l'impédance complexe. Alors je mets toujours un Z majuscule, vous voyez, un grand Z, un Z ici, souligné d'une barre. Et cette impédance complexe est relative à un dipôle. Donc l'impédance complexe d'un dipôle est définie par un rapport, en fait une amplitude complexe, une impédance, pardon. Oh, attention, hein, vous voyez, j'ai fait une petite erreur, petit lapsus. Là, on a bien eu des amplitudes complexes, et là, on a une impédance. Impédance, oui, d'accord, c'est très proche, hein, ça se ressemble. Là, c'est une impédance complexe, et cette impédance complexe est notée Z bar. Alors, il faut savoir que cette impédance complexe, c'est le rapport de tension sur courant. Complexe. C'est-à-dire que Z bar, c'est U bar sur I bar. Oui, mais si je fais ça, ouais, bon, très bien, on définit Z bar égale U bar sur I bar. Ouais, mais si je réécris comme sous la forme U bar, donc petit produit en croix, où je définis une tension complexe, U bar égale Z bar I bar, où Z bar est l'impédance complexe du dipôle. Donc si je fais ça, regardez, on aura U bar égale Z bar I bar, et ça vous rappelle rien, ça? U bar égale Z bar I bar. Mamadou? Oui, gagné, c'est la loi d'Ohm, très bien, c'est la loi d'Ohm en RSF. C'est la loi d'Ohm qui relie les grandeurs complexes, d'accord? Donc, la loi d'Ohm, U égale RI. U égale RI, mais pour des grandeurs réelles. U de T égale RI de T. Là, pour des grandeurs complexes, c'est une loi d'Ohm, d'accord, qu'on élargit en RSF. C'est-à-dire que cette loi, en fait, U bar égale Z bar I bar définit une impédance complexe. Et elle généralise en fait la loi d'Ohm en RSF à tout dipôle linéaire passif. Très bien, très bonne remarque de Mamadou. Donc cette relation U bar égale Z bar I bar, elle généralise la loi d'Ohm ici en RSF. Alors, attention, hein, on est en RSF, hein, on est en régime cinétique forcé. Oméga c'est imposé par le GBF à l'entrée. Toutes les grandeurs sont complexes, telles que U bar égale Z bar I bar. Et ça généralise la loi d'Ohm à tout dipôle linéaire passif. À tout dipôle linéaire passif. Et ça tombe bien, on en connaît trois dipôles linéaires passifs. Résistance, bobine, condensateur. C'est-à-dire que vous devez maîtriser les impédances complexes de résistance, bobine et condensateur. D'accord? Alors une impédance est homogène à une résistance, hein. Je n'ai pas dit. Mais si on généralise la loi d'Ohm en régime sinusoïdal forcé, en notation complexe, autrement dit,
l'impédance complexe, ici, est homogène et résistance, hein, exprimée en ohm. Alors sachez également qu'on définit également l'inverse. On verra en TD, en exo, on définit également l'inverse de l'impédance. C'est l'admittance. En remarque, on note en remarque, on le fera en exo, on aura besoin. Donc en remarque, on définit également ce qu'on appelle l'admittance. Voilà. Alors attention au vocabulaire, ça qu'il faut s'approprier. Donc ça c'est l'admittance complexe. Et cette admittance complexe est définie par Y bar. Y bar égale 1 sur Z bar. Et 1 sur Z bar, c'est le rapport de I bar sur U bar. Et là, cette admittance complexe sera homogène à l'inverse d'une résistance. Hein, d'accord? Donc là, c'est l'admittance complexe, notée Y bar. Un grand Y, Y bar égale 1 sur Z bar. D'accord? Bon. Intérêt de cette, ici, impédance complexe. Donc, intérêt, ici, de l'impédance complexe. Alors, cette impédance complexe, on sait qu'elle se note Z bar. Elle se note Z bar. C'est une impédance complexe. Et comme tout nombre complexe, on peut être sous forme algébrique, sous forme polaire, sous forme trigonométrique. Ben là, je vais prendre la forme polaire d'un nombre complexe. Dire que, comme tout complexe, l'impédance complexe peut se mettre sous forme, ici, polaire. C'est-à-dire qu'ici, intérêt de l'impédance complexe, ici, mise sous la forme. Alors ici, je la mets sous la forme, ici, polaire. C'est-à-dire que, comme tout complexe, une impédance complexe peut s'écrire sous la forme de, ici, un module exponentiel J-phi. Un module exponentiel J-phi. Comme tout complexe, une impédance complexe Z bar peut être vue comme le produit d'un module de Z bar, fois exponentiel J-phi. Rappelez-vous, tout comme Z bar égale A plus JB, peut être mis sous la forme ici en R exponentiel J-phi, où R c'est le module de Z bar. Là c'est pareil. Ici l'impédance complexe reste un complexe, et elle peut être vue comme le produit du module de Z bar exponentiel J-phi. D'accord? Si je fais ça, je vais prendre les deux informations essentielles. J'ai un complexe Z bar. Il porte un nom particulier, c'est l'impédance complexe. Et elle généralise le DOM en régime sinusoïde forcé. Mais ça reste un complexe. Je le mets sous forme exponentielle et surtout après, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre module et argument. On y va. Donc ça va dégager l'intérêt d'une impédance complexe. D'accord? Z bar. Et je vais définir ici, premier temps, le module. Donc on y va. Donc deux modules. Donc ça permet de refaire quelques petits calculs sur les modules. En effet, module de Z bar. Module de Z bar, qui est ici d'ailleurs, hein, c'est le terme en préfacteur de l'exponentielle. Le module de Z bar, par définition, Z bar, il est où? C'est ça. Z bar, c'est U bar sur I bar. C'est tension sur courant complexe. Donc je prends le module d'un rapport. Donc c'est module de I bar sur I bar. Donc c'est bien le module d'un rapport. Le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Donc c'est le rapport du module de U bar sur module de I bar. Attention, on a le module de U bar au numérateur, module de I bar au dénominateur. Si je fais ça, prendre le module d'un signal complexe, oui, parce que U bar et I bar sont des signaux complexes. Maintenant, des signaux complexes, vous savez qu'on peut les mettre sous la forme d'une amplitude complexe exponentielle J-ωt. Donc prendre le module d'un signal complexe, c'est prendre le module d'une amplitude complexe de tension exponentielle de J-ωt. Pareil, vous m'arrêtez, hein, distance, si vous décrochez un moment ou un autre, vous m'arrêtez. Hein. Donc là, je remplace simplement le signal complexe U bar. Un signal complexe U bar, on l'a vu 2-3 fois, c'est le produit d'une amplitude complexe exponentielle J-ωt. Pareil pour le courant. Le courant I bar, on l'écrit ici, I bar, je reprends ça. Un signal complexe, c'est le produit d'une amplitude complexe exponentielle J-ωt. Donc un courant, c'est amplitude complexe fois exponentielle J-ωt. Et j'oublie pas, je prends le module de tout ça. Mais c'est pareil. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Et quand on prend le module exponentielle J-ωt, ça fera 1.
Donc il va vous rester uniquement ici le module de l'amplitude complexe de tension sur le module de l'amplitude complexe de courant. D'accord? Et si je fais ça, pareil, je vais rappeler la définition des amplitudes complexes. Une amplitude complexe, c'est le produit amplitude réelle exponentielle J phi. Alors là, on a tout. Dans cette relation, vous voyez, on a tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc ça, forcément, ça sera une question de cours pour l'école la semaine prochaine. Parce que là, on passe d'un signal complexe qui est vu sous la forme d'un produit amplitude complexe exponentielle j oméga t. Le module aussi des exponentielles j oméga t vaut 1. Ensuite, il nous reste le module d'une amplitude complexe. Et une amplitude complexe, elle est vue comment? Elle est vue comme étant le produit d'une amplitude réelle fois exponentielle j phi u. Donc je continue, amplitude complexe égale amplitude réelle exponentielle j phi u. C'est-à-dire que là, il ne faut surtout pas se perdre dans les notations. Être bien au clair, bien différencier le signal complexe de l'amplitude complexe. Je prends uniquement la tension. On a l'équivalent courant. Bien différencier les deux. Et surtout bien revenir aux définitions qui sont juste avant. Une amplitude complexe, et là c'est une amplitude réelle. Vous voyez? Sans jongler entre tous les différents termes. Là, je note amplitude réelle. UM, c'est l'amplitude réelle. D'accord? Amplitude réelle. Donc ça, c'est pour le numérateur. Le dénominateur, je vais rechercher l'information sur l'amplitude complexe de courant. Grand Iber, il est où? Il est là. C'est IM exponentielle J phi I. Donc IM exponentielle J phi I. Très bien, mais pareil. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. On va retrouver le module exponentielle J phi U. Module exponentielle J phi I, ça fait 1. Donc il va nous rester le module de UM sur module de IM. Donc ce sont des rapports d'amplitude positive. Il va rester UM sur IM. Conclusion. Le module de l'impédance complexe est lié au rapport des amplitudes réelles. Tout ça pour ça. Ça, c'est une bonne question de cours. Parce que là, il y a plein de choses à dire. À l'oral, calcul, ça va, vous le refaites, vous allez savoir le refaire. Par contre, à l'oral, il y a plein de messages, plein de pièges que vous attendent sur signal complexe, amplitude réelle, module d'un produit, d'accord, module d'un rapport et amplitude réelle. Donc, bilan de ce calcul, le module, donc on note à côté, de l'impédance complexe, Z bar, le module de l'impédance complexe, ici, Z bar, est relié aux amplitudes réelles. Donc elle est reliée directement au rapport, on peut marquer au rapport ici des amplitudes réelles. Ici, au rapport des amplitudes réelles. Bien. Première information, module. Deuxième information, toujours dans l'intérêt de l'impédance complexe, c'est l'argument de Z bar. L'argument de cette impédance complexe. Qu'on note d'ailleurs, vous voyez, l'argument de Z bar, il est évident. Il est là. C'est phi. Phi, c'est l'argument de Z bar. Donc on va chercher ici, deuxième information d'argument. Donc après le module, l'argument. Alors l'argument, ça sera ici phi. Notez phi dans l'exponentielle. Phi égale argument de Z bar. Alors notez bien que là, Z bar, c'est plus un complexe quelconque. Ici, c'est une impédance complexe. Z bar, c'est U bar sur I bar. Donc ça, c'est très important. On va le renoter. L'argument de Z bar, c'est l'argument de U bar sur I bar. Rapport de signaux complexes. Et on revient une nouvelle fois à l'argument d'un rapport. L'argument d'un rapport, c'est la différence des arguments. Donc on aura l'argument du signal complexe de tension moins l'argument du signal complexe de courant. Bon. Et l'argument du signal complexe de tension, malheureusement je viens de tout effacer. Bravo. L'argument de U bar, du signal complexe de tension, on va chercher ce qu'il y a dans l'exponentielle J. Qu'est-ce qu'il y a dans l'exponentielle J pour le signal complexe de tension? C'est oméga t plus phi U. Donc là, ça sera oméga t. Donc c'est oméga t plus phi U. Moins l'argument de I bar. C'est ce qu'il y a dans l'argument de l'exponentielle. L'argument de l'exponentielle J. Oméga t plus phi I.
Et là, regardez, les oméga T 1, 2 se simplifient. Pourquoi? C'est la même pulsation, hein. C'est la pulsation oméga de forçage. Il vous reste quoi? Phi U moins phi I. Conclusion. Autant que le module d'une impédance complexe vous donne ici le rapport des amplitudes réelles, autant que l'argument de l'impédance complexe vous donne le déphasage entre tension et courant. Oui, c'est un déphasage, c'est une différence de phase, déphasage. Donc ça, on le note, c'est très important. L'argument de l'impédance complexe, l'argument ici de l'impédance complexe est lié au déphasage tension-courant. L'impédance complexe ici est lié au déphasage entre tension et courant. Entre tension et courant. Bien. Donc ça sera de manière explicite dans la question de cours, hein, pour l'école. Montrer que le module l'impédance complexe est relié au rapport des amplitudes réelles et montrer que l'argument d'une impédance complexe est lié au déphasage entre tension et courant. Maintenant, on a mais vraiment tous les outils en main pour terminer et étudier les 3 dipôles linéaires passifs, résistance, bobine, condensateur, pour leur associer en RSF des impédances. Ouais, c'est-à-dire qu'on pourra appliquer l'ODOM en RSF à un condensateur et une bobine, à condition de leur définir ce qu'on appelle des impédances complexes. Z bar C égale 1 sur J oméga C, Z bar L égale J oméga L. D'accord? Alors c'est la partie également, c'est la deuxième question de cours, où je vous demande d'étudier résistance bobine condensateur pour définir les impédances complexes associées. Donc c'est 4e temps, donc petit 4, impédance complexe de la résistance, de la bobine et du condensateur. Donc petit 4, je peux effacer je pense le module pour tout le monde. Allez, on applique ça aux 3 dipôles linéaires passifs, hein, par excellence dans ce chapitre. D'accord, forcément, étude d'un circuit RLC. 4e temps, impédance complexe. Impédance complexe. Ici, associé ici à la résistance, bobine, à la bobine et condensateur. Voilà, donc on va appliquer ces résultats-là, cette méthode d'étude, hein, ce cadre complexe, ici à ces 3 dipôles. Je rappelle, dipôles linéaires passifs. On commence par le plus simple, le conducteur ohmique, le résistor ou la résistance. Donc premier cas, ici, cas du conducteur ohmique, hein, ici, cas du conducteur ohmique, donc c'est la résistance. Voilà. Bon. Et là, le but, hein, c'est d'exprimer l'impédance complexe d'une résistance. On partira toujours, vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est une logique simple, assez simple. On part d'une relation temporelle. Alors la relation temporelle par excellence pour une résistance, c'est la loi d'Ohm, hein, U égale RI, et on passe en notation complexe. Et on cherche à faire apparaître une impédance complexe Z bar, telle que U bar égale Z bar I bar. Donc je répète, pour nos 3 dipôles linéaires passifs, on part d'une relation temporelle, U égale RI, IC égale C DUC sur DT, UL égale L DIL sur DT. On passe ces 3 relations temporelles en notation complexe, et on cherche à faire apparaître, à identifier une impédance complexe pour la résistance, la bobine et le condensateur. Donc, on y va. Alors, la relation temporelle, UR égale RIR, U égale RI, on l'écrit en notation complexe. Donc, la relation, commence par ça. La relation temporelle, que vous connaissez, la fameuse loi d'Ohm, ici. La relation temporelle, à savoir UR égale R, I, R. Alors oui, je mets des R pour U et I, parce que je mettrai des C pour un condensateur, je mettrai des L pour la bobine. D'accord? Donc je mets les indices. Je mets les indices pour R pour résistance. L'ordinateur, il affiche un message de... Ah, d'accord. Pourquoi il y a plus de batterie? Ouais, à 20% peut-être? Ouais. Niveau faible, ouais. Merci beaucoup. Je vais recharger ici. Voilà, rapidement. Ok, très bien. Alors ça, c'est la relation temporelle que l'on va écrire ici en représentation complexe. D'accord? Donc, elle s'écrit en représentation complexe.
Alors, comment on va l'écrire? On souligne toutes les grandeurs complexes. Toutes les grandeurs temporelles, on les souligne. Donc, je vais mettre en rouge les modifications. Donc, on aura UR de t égale R IR de t. Et pour nous, sur une copie, je verrai que vous êtes en notation ou en représentation complexe si vous soulignez les grandeurs. C'est simple. Hein. Dès que je vois que vous notez U bar et I bar, on est en représentation, vous voyez, je souligne. On est en représentation complexe. Vous voyez la subtilité? La relation temporelle, les fonctions à valeur réelle, fonctions à valeur complexe, U bar égale RI bar. Oui, c'est simple. Et après, qu'est-ce que vous faites? Une fois qu'on a cette relation ici entre grandeurs complexes, bah, je cherche l'impédance complexe d'une résistance telle que U bar égale Z bar I bar. Là, c'est trivial. Là, Z bar pour une résistance vaut R. Pourquoi? J'identifie ici à la loi d'Ohm en RS7, c'est-à-dire que Z bar R, ici, apparaît de manière évidente. Par identification, la seule possibilité pour l'impédance complexe d'une résistance, c'est R. Parce que vous connaissez votre relation U bar égale Z bar I bar, que j'adapte ici à la résistance, donc je mets des R en indice partout. R pour résistance. Donc là, j'encadre. Et par identification tout simplement, j'identifie Z bar R à R. L'impédance complexe d'une résistance vaut R. L'impédance complexe est réelle, positive, pour une résistance. C'est-à-dire que là, je note le résultat, ici où Z bar R égale à R, positif. J'identifie Z bar R égale à R. Ça, c'est l'impédance complexe associée à la résistance. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est l'impédance complexe associée, donc impédance complexe, voilà, associée à la résistance. Associée à la résistance. D'accord? Et remarquez que cette impédance complexe, elle est réelle. Il n'y a pas partie imaginaire ici. Z bar R égale à R. On a A. B égale à 0. Donc elle est réelle, strictement positive. Donc ici, l'impédance complexe, elle est réelle et elle est strictement positive. Voilà. Très simple. D'accord? Pour l'instant. Et surtout, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, en fait, on peut faire le schéma. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, en régime sinusoïdal forcé, dans nos schémas électriques, en fait, tous nos schémas électriques, quand on va passer en notation complexe, on aura des U bar, des I bar, et dès qu'on a une résistance, on va noter Z bar R, tel que Z bar R égale à R. Si je fais ça, par contre, je mets attention, flèche de tension, U bar, flèche de courant, en sens opposé, I bar, tel que U bar, ici, U bar R, pardon, j'ai oublié mes R, I bar R, Z bar R, égale R fois I bar. Voilà. Une fois qu'on a Z bar R, l'impédance complexe associée à la résistance, on prend module argument. Donc 2 plus, 2 informations, on n'oublie pas ces 2 informations. On va prendre le module de Z bar R. Si je prends le module de l'impédance complexe associée à la résistance, c'est module de R. Oui, module de R. Donc ça me donne module de R. Ouais. Bon, module d'un réel strictement positif, ici directement ça va vous donner R. Positif, donc là on prend le module. D'accord? C'est-à-dire qu'on trouve bien un rapport d'amplitude réelle. Ouais. Et surtout, quand je prends l'argument de l'impédance complexe associé à la résistance, l'argument de Z bar R, c'est l'argument de R. L'argument de R. Mais l'argument de R, c'est un réel strictement positif. Donc l'angle orienté entre l'axe OX et un réel ici strictement positif, c'est donc vaut 0. Ça vaut 0. Donc l'argument de Z bar R vaut 0. Mais je vous rappelle que l'argument de l'impédance complexe, il est là, c'est parfait. C'est phi U moins phi I. C'est-à-dire qu'on vient de montrer que pour une résistance, phi U R moins phi I R égale à 0. Ça, j'encadre. En bleu, le fait que l'argument de Z bar étant égal à 0, c'est-à-dire que le déphasage entre tension et courant aux bornes de résistance égale à 0, on retrouve le fait que tension et courant sont en phase aux bornes d'une résistance. Et ça, on le note. D'accord? Tension et courant sont en phase, ici, aux bornes de la résistance. Donc là,
tension et courant sont en phase aux bornes d'une ici résistance. Voilà. Ils sont en phase. Alors, rappelez-vous, dire qu'ici, les deux signaux sont parfaitement superposables, ils atteignent leur maximum minima en même temps. D'accord? Ils sont en phase. Voyons, on démarre doucement. C'est pas très compliqué. Il nous reste deux cas à étudier. Ça sera un petit peu plus compliqué, Jérôme, c'est un peu plus complexe. Bobine et ici capacité. Donc petit b, cas de la bobine idéale. Cas de la bobine idéale. Alors rappelez-vous, un long enroulement de fil conducteur, c'est l'idéal, on néglige la résistance à interne. D'accord? Pareil, la logique est la même. Je pars de quoi? La relation temporelle. Pour une bobine, UL égale L dl sur dt. Donc on part de ça. La relation temporelle, ici, pour une bobine, vous dit que UL égale L DIL sur dt. Cette relation, on va l'écrire en représentation complexe. Donc, on écrit cette relation en représentation complexe. Qu'est-ce que je fais? Je souligne tous les tensions, les courants. Je réécris ça. C'est bête, hein, je réécris ça. UL égale L DIL. Oh, je laisse un peu de place. DIL sur dt. Et si j'écris cette relation complexe, je souligne U bar. Je souligne I bar. Ok. Maintenant, vous savez, j'espère, peut-être retenu que dériver un signal complexe par rapport au temps, dérivé par rapport au temps, signal complexe, revient simplement à multiplier par j oméga. Je répète, dérivé par rapport au temps, je mets en bleu l'opération de dérivée temporelle. Dérivé par rapport au temps revient simplement à multiplier par j oméga. J oméga fois le courant IL. Attention, il y a un L devant. J'ai un L qui est devant, je le mets après. D'accord? Je mets un L après et je mets le courant complexe. I bar L de T. Et après, je fais quoi? Une fois que j'ai mis en évidence que la dérivée temporelle d'un signal complexe revient à multiplier ce même signal complexe par j oméga, j'identifie quoi? À U bar égale Z bar I bar. Sauf que c'est pour une bobine, donc on met tous des L en indice. C'est-à-dire que là, j'identifie à Z bar L fois I bar L. Et là, qu'est-ce que je refais? J'identifie. Il n'y a qu'une seule possibilité. L'impédance complexe d'une bobine ne peut être égale qu'à J oméga L. Voilà, tout à fait. Donc, on va noter où Z bar L égale J oméga L. Donc, où Z bar L égale J oméga L. Attention, J, c'est le J carré, égale moins 1. Et ce J oméga L, c'est l'impédance complexe associée à la bobine idéale. Donc, c'est l'impédance complexe associée à la bobine. Impédance complexe associée ici à la bobine. D'accord? Et ici, elle est imaginaire pure. Donc elle est imaginaire pure. D'accord? Et là, on va donner le schéma ici électrique en notation complexe. Donc je reprends le schéma d'une bobine. Un long enroulement de fil conducteur, de résistance ici négligeable. Et lorsque je soumets la bobine à une tension ici, attention, c'est le cas de le dire, complexe, U bar L, un courant complexe traverse la bobine, I bar L, tel que U bar L égale Z bar L, I bar L. Il y a beaucoup de barres, attention, hein. U bar égale Z bar, I bar, d'accord? C'est un pli à prendre, d'accord? Imaginaire pur, et là on en déduit ici les informations. On prend module argument, donc 2 plus, le module et l'argument, donc 2 plus. Si je prends le module de Z bar L, donc c'est le module de J oméga L. On prend le module d'un nombre complexe, dont la partie réelle est nulle, et la partie imaginaire vaut oméga L, on est bien d'accord. On prend le module d'un complexe de partie réelle nulle, et de partie imaginaire égale oméga L. Et ça vous donne quoi?
ça fait racine de 0 au carré, plus oméga L de tout au carré. Ça fait oméga L. D'accord? Je insiste une nouvelle fois sur le fait que on a bien un complexe ici de valeur, ici de partie L égale à 0. D'accord? Bien. Et là, on voit que le module, l'impédance complexe, dépend de oméga. En fait, on a ce qu'on appelle un comportement fréquentiel. Vous voyez? Ça dépend de oméga. On va le voir pour terminer, ce qu'on appelle un comportement fréquentiel. En effet, selon la valeur de oméga, basse fréquence, haute fréquence, la bobine aura un comportement différent. Ce sera juste le petit point pour terminer. Donc le module de l'impédance complexe associé à la bobine, Z bar L égale J oméga L. Je prends le module de J oméga L, ça fait oméga L. Maintenant, je n'oublie pas, deuxième information, après le module, l'argument. Je prends l'argument de Z bar L. Donc l'argument ici de l'impédance complexe associée à la bobine, bah, c'est l'argument de l'imaginaire pur, argument de J oméga L. Mais cet imaginaire pur, il est comment? Il est positif. D'accord? Donc là, je prends l'argument d'un imaginaire pur positif. En effet, L est positif, oméga est positif. Donc là, je remonte à combien? À pi sur 2 radians dans le plan complexe. Oui, je cherche l'angle entre l'axe abscisse et un imaginaire pur positif. Je suis à pi sur 2 radians. Donc l'argument de J oméga L vaut pi sur 2 radians. Pi sur 2 radians. Mais l'argument d'une impédance complexe, on vient de le voir, toute impédance complexe est telle que son argument, je l'ai effacé, c'est toujours, de toute façon je l'ai pour essence, c'est le déphasage entre tension et courant. Donc ici, pour la bobine, phi UL moins phi IL, d'accord? Autrement dit, on va réécrire ceci, c'est-à-dire que le déphasage, ici, entre tension et courant, pour la bobine, oui. La ligne en fait là. Là, comportement fréquentiel. Ça, comportement fréquentiel, c'est-à-dire que là, le module de l'impédance complexe dépend de oméga. Que se constitue en basse fréquence ou haute fréquence, le module de Z bar prendra deux valeurs ici opposées. On va mettre en évidence ici dans une minute. D'accord? Ça, c'est écrit comportement fréquentiel. Sous la racine, là, sous la parenthèse, oméga L. C'est la partie imaginaire. Oméga fois L. Déchiffre. D'accord, merci. Je note. Donc, c'est en fait la partie imaginaire qui vaut oméga L. Donc, il faut racine carrée de oméga L. Le tout carré, ça fait oméga fois L. D'accord? Deux dernières petites choses à noter. Donc, c'est-à-dire que phi UL, je fais passer le phi IL de l'autre côté. Donc, pi sur 2 plus phi IL. Donc j'essaie d'écrire un peu plus grand, pardon, ici, voilà. Phi UL égale, donc tout ça égale à pi sur 2, donc je réécris ça. Phi U égale pi sur 2 plus phi I. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au bord d'une bobine, la tension, ici au bord d'une bobine, est toujours en quadrature de phase avance par rapport au courant. On va le noter. Ça, il faut savoir le retrouver. Au bord d'une bobine, ici, idéal, au bord d'une bobine, la tension, ici, est en quadrature de phase avance. Donc elle est en quadrature de phase avance par rapport au courant. Pourquoi? Phi U égale pi sur 2 plus phi I. On rappelle, phi U moins phi I, c'est le déphasage de la tension par rapport au courant. Par rapport au courant qui traverse sa bobine. D'accord? Et pour terminer, je reviens uniquement sur ce comportement fréquentiel de la bobine. En effet, selon qu'on soit en basse fréquence ou en haute fréquence, sur une par ça, on l'a mis en évidence dans le module de Z bar L. Donc comportement fréquentiel. Donc juste par ça. On fera le condensateur. Lundi matin à 8h. Cours, remédiation. D'accord, bon, forcément. Lundi matin à 8h, on terminera cette partie cours, d'accord, sur le condensateur, association, on fera un exo derrière. Donc soyez présents à 8h pour la suite de ce cours. Bon. Deux choses, basse fréquence, haute fréquence. Donc en basse fréquence, à la limite, oméga tend vers 0. Oméga tend vers 0 en basse fréquence. D'accord? Si oméga tend vers 0, dans ce cas, le module
de l'impédance complexe Z bar L qui est égal à oméga L. Si oméga tend vers 0, le produit oméga L va également ici tendre vers 0. Donc je répète ici, Z bar L, en module c'est oméga L, et ça tend vers 0 si oméga tend vers 0. Bilan, en basse fréquence, une bobine d'impédance complexe Z bar L égale J oméga L est équivalente en basse fréquence. Donc là, deux possibilités, interrupteur ouvert, interrupteur fermé. Là, c'est interrupteur fermé pour avoir une impédance ici nulle en basse fréquence. Donc là, et d'ailleurs, on retrouve le cas particulier en régime permanent, à fréquence nulle, une bobine, d'accord, est équivalente à un interrupteur fermé. Au contraire, en haute fréquence, quand à la limite oméga tend vers plus infini, en haute fréquence, qu'est-ce que l'on aura? Donc limite des très hautes fréquences, donc oméga tend vers plus infini, dans ce cas-là. Dans ce cas, le module de l'impédance complexe associée à la bobine, ici, au contraire, je note, va tendre vers plus infini. Et si ça tend vers plus infini, c'est-à-dire qu'en haute fréquence, une bobine d'impédance complexe J oméga L sera en haute fréquence équivalente à un interrupteur ouvert. Interrupteur ouvert pour lequel le courant circulant est nul. Interrupteur fermé pour lequel la tension en borne de celui-ci est égale à 0. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu accéléré à la fin. On reprend ça lundi matin, 8h. Pour vous, on termine cette partie. Il me reste le condensateur, association d'impédance, un exo. Ça fera 1 heure pour ça. D'accord, enfin 1 heure. Temps de reprendre doucement, que tout le monde soit là à 8h, 8h05. D'accord, on fera ça lundi matin. Ok. Voilà, question de Nisrine. C'est un moins ou c'est Non, c'est pas un moins, ça c'est la CRE qui a fait n'importe quoi. C'est le module de Z bar L égale oméga L, et ça tend vers 0 quand oméga tend vers 0. Et on a bien un comportement fréquentiel différent de la bobine selon la valeur de la fréquence, soit en basse ou en haute fréquence. D'accord? Voilà pour cette